Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la formation des assistants médicaux. Nous avons souhaité organiser ce webinaire et cet échange sur ce métier émergent pour évoquer ensemble sa genèse, les missions des futurs assistants médicaux. Pour vous médecins et praticiens de santé, quelle sera cette nouvelle façon d'exercer, les bénéfices aussi attendus de ce dispositif et bien entendu, comment se former au métier d'assistant médical et dans le respect des exigences du certificateur, puisqu'il s'agit d'une formation certifiante. Alors, je me présente, je m'appelle Mathieu Mascret-Potier et je suis le responsable pédagogique adjoint au CHEM pour la partie Bretagne de l'École des assistants médicaux. Et je suis accompagné de Nathalie Monotte, que je vais laisser se présenter. Bonjour, Nathalie Monotte, donc référente du CQP assistant médical sur la région Bretagne. Je serai là pour répondre à toutes vos questions et puis vous informer sur tout ce qui est inscription, administratif, financement et suivi tout au long de votre cursus. Merci Nathalie. Nous sommes également accompagnés d'Amélie Manca, qui est la directrice de l'école CHEM et qui va prendre en charge vos questions et nous les relayer. Je vais laisser Amélie se présenter. Bonjour à tous, merci Mathieu, merci Nathalie. Je serai la petite voix qui vient recueillir vos questions. Vous pouvez poser vos questions par écrit et je les relayerai au moment opportun. On va faire des petites pauses questions un peu partout pendant la présentation. Merci, donc n'hésitez pas à soumettre vos questions à Amélie et nous y répondrons au cours de la diffusion. Voici donc une rapide présentation du CHEM, donc le Collège des hautes études médecine et l'école, du coup, en certains points. Tout d'abord, le CHEM et son école. On va commencer par se présenter, vous présenter l'organisme de formation, puis nous évoquerons le métier d'assistant médical, son parcours de formation, ses objectifs et puis son implémentation finalement dans le milieu de la santé. Nous parlerons également de comment se former au métier, quelles sont les modalités d'accueil notamment. On parlera des spécificités de l'école CHEM. Nous ferons un focus sur justement les spécificités que nous dispensons à l'école. Et enfin, nous vous présenterons les modalités d'inscription et de financement de cette formation. Alors tout d'abord, le CHEM en quelques mots et en quelques chiffres. Donc le CHEM pour Collège des hautes études de médecine, c'est un organisme de formation qui a été fondé il y a déjà quelques années, en 1988, à Brest, en Bretagne. Cet organisme a été créé par des médecins généralistes avec pour mission initiale de la formation continue pour les médecins et pour le corps médical. Depuis maintenant 10 ans, il y a d'autres professions de santé qui sont concernées, autant médicales que paramédicales, et donc qui ont rejoint le catalogue de formations donc dans la structure. Vous retrouvez également du coup des pharmaciens, des infirmiers diplômés d'État, des kinésithérapeutes, des podologues, aussi des masseurs kinésithérapeutes et des ophtalmologistes. Depuis 2021, la formation des assistants médicaux vient compléter notre offre de formation pour justement aider les professionnels de santé dans ce nouveau métier. Alors, si on parle de quelques chiffres, on a en 10 ans, dans les dernières années, on a 80% des médecins généralistes bretons qui ont au moins suivi une formation au CHEM. Et au niveau paramédical, nous avons 40% des infirmiers diplômés d'État qui ont suivi également une formation chez nous. Donc, ça fait un chiffre qui est assez large, ça fait un bassin de professionnels de santé qui est assez bien représenté, d'où cette importance, en fait, cette occasion que nous proposons de pouvoir suivre cette formation dans l'assistanat médical. Le CQP assistant médical, nous avons donc en fait plusieurs lieux d'implémentation, en tout cas et de dispensation, on y reviendra dans quelques instants, mais notamment nous dispensons cette formation sur la Bretagne, sur la Normandie et sur les Hauts-de-France. Pour vous donner quelques informations, effectivement, on avait 27 000 professionnels de santé qui ont été formés ces 3 dernières années. Et donc, ça fait voilà, beaucoup de personnes qui ont été formées et ça fait également de futurs potentiels pour que vous puissiez intégrer cette école de formation. Alors, voyons maintenant ensemble le métier d'assistant médical avec la jeunesse du métier et ses origines, les enjeux de ce nouveau métier qui est récent et on va vous donner quelques chiffres pour pouvoir tout simplement répondre à peut-être quelques questions. Les constats. Tout d'abord, la jeunesse du projet assistant médical, elle prend sa source dans plusieurs constats. La nécessité avant tout pour le médecin de retrouver du temps médical à consacrer à ses patients pour pouvoir tout simplement se libérer du temps auprès du patient, se libérer d'un certain volume horaire administratif.
Par ailleurs, une demande des médecins généralistes d'ailleurs comme spécialistes et qui éprouvent un vrai besoin d'assistance dans leurs tâches quotidiennes. Donc, ils ont ce besoin de pouvoir être assistés et pouvoir être tout simplement suppléés sur certaines tâches par des personnes qui peuvent leur aider et faire gagner du coup du temps à ce moment-là. Et troisièmement, il y a des problématiques liées aux déserts médicaux et donc qui impactent de plus en plus l'accès aux soins finalement par manque de temps, de disponibilité. Et donc c'est pour ces raisons que le métier d'assistante médicale a été réalisé, créé et surtout en tout cas légiféré en ce sens. La création de ce nouveau métier, c'est donc une mesure phare du plan santé 2022. Puisqu'il a été fixé comme objectif de créer 10 000 postes d'assistants médicaux d'ici 2024. C'est donc la volonté du gouvernement d'installer ce nouveau métier qui est associé aux besoins manifestes des praticiens et qui ont permis l'aboutissement de ce projet et donc la création de ce nouveau métier. Bien entendu, il était essentiel de définir un périmètre précis des missions et donc ce périmètre est encadré par la CPNEFP, la Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle de la branche des cabinets médicaux. Nous viendrons là-dessus pour vous expliquer cette instance et cette commission, tout simplement. L'objectif de cette réglementation, c'est notamment qu'il n'y ait pas de dérive vers les autres métiers réglementés. On peut penser au métier d'infirmier, au métier d'aide-soignant, mais c'est également pour définir le contenu de la formation des assistants médicaux et garantir du coup que le praticien de santé ait recours à une personne formée et qualifiée. Pour aller plus loin, on vous oriente sur l'arrêté du 14 août 2019, qui est donc l'arrêté qui légifère concrètement, tout simplement, cette formation et aussi de facto ce métier d'assistant médical. Donc, on retrouve ici les chiffres clés de 10 000 recrutements qui sont prévus d'ici 2024. Alors, les enjeux, maintenant, on a quelques chiffres clés qui datent donc du 28 octobre 2022 sur le site de Amélie. Où est-ce qu'on en est de ces 4 000 postes et de ces 10 000 postes? Actuellement, nous avons environ 3 600 contrats qui sont passés entre un médecin et un assistant médical, ce qui fait que du coup, cela correspond déjà au nombre de 4 000 contrats qui devaient être signés en 2022. Donc, on est déjà dans cet objectif. Maintenant, l'objectif est d'arriver jusqu'à 10 000 d'ici 2024. Et donc, on en est sur cette deuxième étape de recrutement. Alors, sur les contrats passés, finalement, qui embauche un assistant médical? On peut regarder sur le diagramme de droite que ce sont majoritairement, un peu plus de 3/4 des médecins généralistes, pour 78% des contrats. Le reste étant finalement géré par des médecins spécialistes. Et donc, dans ces médecins spécialistes, vous pouvez voir le détail sur le troisième diagramme en dessous. Nous avons majoritairement des cardiologues, des ophtalmologues, des pédiatres et des psychiatres, neuropsychiatres. Vous retrouvez également d'autres spécialités comme les dermatologues, les gynécologues médicaux, les pneumologues, les ORL médicaux, la médecine vasculaire ou la gastro-entérologie. Donc, nous avons une vision assez globale sur les 10 000 postes actuellement en cours de recrutement, on est à plus de 4 000 avec actuellement un objectif à 10 000 d'ici fin 2024. Sur cet objectif, les 3/4 des personnes sont embauchées par des médecins généralistes. Et pour le reste du cas des médecins spécialistes, vous avez quelques détails, notamment par des cardiologues, ophtalmologues et pédiatres. Alors, aujourd'hui, du coup, l'école STEM, où est-ce qu'on en est de cette formation? À ce jour et depuis le lancement de cette formation, nous avons 124 assistants médicaux qui sont déjà diplômés, ce qui correspond à 99% de réussite. Et nous avons, à ce jour, le 7 novembre 2023, nous avons 119 assistants médicaux qui sont en cours de formation. Cette formation et ces formations en cours se regroupent sur 7 sessions qui sont actuellement sur 5 sites répartis eux-mêmes dans 3 régions. On retrouve actuellement les promotions de Lille, de Caen, de Rouen, de Rennes et de Vannes. Et nous avons une promotion également qui est la FAE, la formation d'adaptation à l'emploi, et qui elle est en distanciel. Donc nous avons plusieurs formations qui vont avoir lieu dans les prochains mois, notamment à Brest, une nouvelle à Rennes, une nouvelle à Lille et d'autres villes qui ont pour objectif justement d'ouvrir des écoles d'assistants médicaux. Parlons un petit peu maintenant des critères d'éligibilité par rapport à la CPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie. Suivant certains critères définis par la CPAM, il y a des aides qui sont apportées aux praticiens des cabinets médicaux pour l'embauche
d'un assistant médical. Alors, il existe plusieurs options selon le niveau de financement et d'engagement que le professionnel de santé juge approprié à ses besoins et surtout à son organisation. Alors pour cela, nous vous invitons à vous rapprocher de votre délégué médical, CPAM, et à en prendre connaissance du lien qui est indiqué sur l'écran, donc au niveau de l'arrêté tout simplement pour voir tous les financements et tous les dispositifs qui existent. Vous pourrez donc ainsi vérifier votre éligibilité, tout simplement, connaître les conditions de patientèle qui vous permettent de justifier l'embauche d'une assistante médicale et donc ainsi bénéficier de l'aide à son recrutement. Un point important à retenir, c'est que ce n'est pas une obligation de convenir d'un contrat avec la CPAM, mais c'est une possibilité. Donc, ce n'est pas parce que vous ne contractez pas de contrat avec la CPAM que vous ne pouvez pas envoyer votre assistante médicale en formation, tout simplement. C'est un point bien important à avoir en tête, tout simplement. Alors, nous retrouvons quelques acteurs du dispositif. La CPMEFP, l'assurance maladie avec la CPM et l'OPCO-EP. Alors, la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche des cabinets médicaux, en fait, ce sont les créateurs du référentiel métier et ce sont les créateurs du certificat de qualification professionnelle de l'assistante médicale. Ils sont en fait tout simplement, c'est eux qui régissent le certificat et le référentiel de compétences, les demandes d'entrée en formation et c'est eux qui missionnent également le jury qui délivre finalement le CQP. L'assurance maladie, Amélie ou la CPAM, eux, ils sont dans ils permettent en fait de mettre en place un dispositif d'aide et de promouvoir et en fait de faciliter l'installation du métier d'assistant médical, tout simplement en proposant ce dispositif d'aide dont on a parlé juste précédemment et de le faire connaître aussi auprès des professionnels de santé qui n'ont pas encore l'information. Chaque cabinet qui s'intéresse à ce projet d'ailleurs peut télécharger l'application Amélie qui permet finalement de simuler sa prise en charge financière personnalisée. L'aide est versée en fonction des objectifs, c'est une aide pérenne et ça permet de financer une partie du poste d'assistante médicale dans le cabinet. Je le redis encore, vous pouvez contacter votre délégué délégué d'assurance maladie pour échanger. C'est lui, votre interlocuteur privilégié à ce sujet. Le financement par objectif, d'ailleurs, n'est pas obligatoire, je le ressouligne encore une fois. Le dernier acteur, c'est l'OPCO-EP, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. Cet opérateur, c'est le financeur de la formation. C'est bel et bien cet acteur-là qui permet en fait de mettre à disposition l'aide pour envoyer le salarié et donc finalement le futur assistant médical en formation. Donc, il y a un dispositif d'aide qui est basé sur le volume horaire du collaborateur qui lui-même est placé en formation. Donc, pour avoir cette aide et bénéficier de ce financement, il faut solliciter l'OPCO-EP et donc les délégués qui sont vos interlocuteurs en ce sens. Et il faut avoir en tête que l'OPCO-EP est indépendante de la CPM. Donc, il n'y a pas de cause à effet, il n'y a pas de lien entre les deux. Ce sont deux acteurs bien différenciés qu'il faut contacter de façon indépendante, tout simplement. L'OPCO-EP, pour terminer, en fait, ils sont dans les financements des coûts de formation et des frais pédagogiques, donc par exemple des frais de repas ou de transport et d'éloignement. On le redit encore une dernière fois, la formation n'est pas réservée qu'aux personnes qui ont un contrat avec la CPAM. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour savoir que l'assurance maladie, vous avez la possibilité d'avoir des contrats avec des objectifs d'installation et de file active et donc des objectifs finalement de prise en charge professionnelle, tandis que l'OPCO-EP, c'est un financement pour envoyer son personnel, son salarié, son collaborateur en formation. Alors finalement, on vous a présenté un petit peu le métier d'assistant médical, on vous a présenté le SHEM, on va vous présenter finalement le rôle clé dans l'accès aux soins de l'assistant médical. Donc, son rôle, c'est avant tout d'assister le praticien au quotidien afin de le libérer du temps médical. C'est cette collaboration qui permet d'améliorer l'accès aux soins pour le patient et finalement de réduire considérablement les délais de prise en charge. Ainsi, il s'agit également de renforcer la qualité et la coordination des soins entre les différents acteurs de santé. Et enfin, il s'agit d'aider à la gestion des données administratives auprès notamment de tous les institutionnels, auprès des mutuelles ou de tout autre organisme de santé pour la communication des informations administratives. Du côté du patient,
excusez-moi, du côté du patient, qu'apporte l'assistante médicale? Finalement, elle apporte un temps médical optimal pour le patient. Le médecin lui consacre finalement un temps vraiment dédié à la prise en charge de sa pathologie ou de sa consultation. Ce qui fait que dans la prise en charge, il y a une fluidité qui s'instaure, des délais raccourcis, une gestion de la salle d'attente au quotidien qui est également facilitée et des délais qui sont raccourcis pour la prise de rendez-vous. Donc pour le patient, pour le praticien et pour l'assistante médicale, cette triptyque permet tout simplement de gagner en efficacité sur le travail de chacun. Et donc pour le patient, ça lui permet surtout d'être pris en charge plus rapidement, de façon également plus concentrée et plus centrée vis-à-vis de son rapport avec le professionnel de santé. Et ça permet aussi tout simplement d'accélérer les prises en charge et de raccourcir les délais, quelconque spécialité. Nous allons maintenant vous présenter plus en détail la formation de l'assistante médicale. La formation, c'est une formation qui est certifiante et qui est reconnue depuis peu au RNCP. Elle inclut donc des épreuves et une validation par un jury, issu donc, comme je vous le disais juste avant, du CPNFP, des cabinets médicaux. Et la formation est structurée en 4 parties, donc 4 blocs de compétences. On parlera également des intervenants de cette formation et qui proposent et dispensent les cours. Alors, à qui s'adresse la formation et quels sont les prérequis? Elle s'adresse en fait finalement à toutes les personnes, que ce soit des professionnels de santé en activité, des secrétaires médicales qui souhaitent une reconversion, mais également des jeunes diplômés ou des demandeurs d'emploi sous certaines conditions. Pour intégrer la formation, il faut par contre quelques prérequis. Il faut être absolument en poste en tant qu'assistant médical ou alors sur le point de le devenir juste avant la formation. Ça, ce sont des points qui sont très importants. Vous pouvez donc être professionnel de santé, infirmier et faire une reconversion. Vous pouvez être une secrétaire médicale déjà embauchée par un médecin. Vous êtes un jeune demandeur d'emploi. En l'occurrence, vous pouvez, à condition d'être embauché par un médecin au jour de la formation. Il faut également être titulaire du baccalauréat ou d'une certification de niveau 4 qui est équivalente, ou avoir un diplôme soignant reconnu, un diplôme d'État, donc par exemple un diplôme d'État d'aide-soignante, d'auxiliaire de puériculture, ou un diplôme d'État d'infirmier. Également, un certificat de niveau 4 de secrétariat médical est validé, bien évidemment. Et s'il n'y a pas la validation de cette formation, il y a une expérience professionnelle de 1 an dans le secrétariat médical qui est nécessaire et qui doit être démontrée. Donc, c'est une formation qui est ouverte à tout le monde. Quelques prérequis à bien avoir en tête, mais c'est une formation qui n'est pas restrictive. Il faut bien l'avoir aussi en tête, tout simple. Comment se déroule la formation? C'est une formation en alternance. Le stagiaire est en formation les jeudis et les vendredis à l'école et le reste du temps, il est en poste en cabinet médical, donc il est en poste chez vous. Il est en poste finalement dans son lieu de travail, mais c'est sur son lieu de travail que va se passer aussi son apprentissage. Alors la formation dure entre 8 et 10 mois, selon que l'on couvre la pause estivale ou pas. Et dans tous les cas, elle comprend 371 heures de formation et 13 heures d'évaluation, ce qui porte au total à 384 heures la durée totale de la formation. Elle s'organise donc en 4 blocs de compétences qu'on va voir juste dans la slide d'après, qui eux-mêmes sont répartis finalement en 15 modules, avec une évaluation pour chaque module. Donc si on prend un peu de recul sur la formation, c'est une formation sur 8 à 10 mois, du lundi au mercredi en présentiel dans le cabinet et le jeudi-vendredi à l'école. Le temps d'apprentissage à l'école est organisé selon des blocs et des modules qui sont sanctionnés par des évaluations par bloc et par module. Vous avez ici du coup quelques idées de la constitution des blocs. Donc le bloc 1, qui consiste au suivi du parcours du santé du patient, va permettre en fait tout simplement d'aborder tout ce qui va être le parcours de santé du patient, comme son nom l'indique, mais ça va donner énormément d'informations à l'assistante médicale pour connaître les prérequis sur la gestion de ce parcours de santé. Le bloc 2 concerne à l'accueil et la prise en charge administrative des patients, donc elle est dans le lien direct et vraiment très opérationnel de finalement de cette gestion au quotidien du patient. Elle englobe finalement tout l'aspect aussi informatique et logiciel médical, on reverra dans quelques instants.
Le bloc 3 concerne l'hygiène et la qualité, puisque ce sont des parties intégrantes du métier d'assistante médicale dans cette gestion quotidienne dans le cabinet médical. Et le bloc 4, c'est la partie plutôt opérationnelle, donc la partie pratique de l'assistance auprès du praticien, notamment dans l'aide à la réalisation de certains gestes et soins. Alors, il faut savoir que du coup, ces 4 blocs de compétences sont élaborés par la CPNEFP et ce bloc de compétences est en lien direct avec en fait, la direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé. Donc, cette formation n'est pas en fait le fruit d'une réflexion finalement unilatérale, elle est vraiment le fruit d'une réflexion très commune et notamment portée par le ministère de la Santé. Nous avons donc un programme imposé finalement que nous devons suivre. Par contre, c'est à nous d'apporter en fait un contenu qui est pédagogiquement pratique, qui est pédagogiquement aussi intéressant. Et donc, c'est à nous finalement d'apporter finalement le référentiel en termes de qualité et en termes de contenu effectif. Donc, comme il s'agit d'une certification certifiante, il est essentiel que tous les stagiaires soient formés sur la même base. Donc, c'est pour ça que nous avons à cœur de vraiment homogénéiser les pratiques, homogénéiser aussi les savoirs qui sont transmis. Voyons maintenant quelques détails sur les blocs. Le bloc 1, vous pouvez voir ici qu'il est constitué de 105 heures de formation. Et donc, dans ce bloc 1 sont abordés les examens et les soins courants dans les cabinets médicaux. On aborde également le parcours de santé et la coordination des soins, la vaccination et le dépistage, et également une notion et finalement beaucoup d'apports sur les politiques de santé publique. Cet objectif, le suivi du parcours de santé du patient, c'est donner les billes, si je puis me permettre, à l'assistante médicale pour tout simplement en fait comprendre et surtout aussi expliquer aux patients ces notions qui sont citées afin finalement de décharger du temps pour vous, professionnels de santé. Le bloc 2, accueil et prise en charge administrative des patients, va être centré finalement sur le cœur administratif, donc dans la création et le suivi d'un dossier patient. Il y a également un gros apport de connaissances sur la base du vocabulaire médical, sur le logiciel médical également. Et il y a des informations et des formations sur la communication avec les patients, sur la gestion de l'agressivité, sur tout simplement être sensibilisé à la communication positive. Et également, il y a une sensibilisation sur la télémédecine, son déploiement, comment vous aider à déployer la télémédecine, comment finalement gérer cette partie en collaboration avec l'assistante médicale et le professionnel de santé. Le bloc 3, hygiène et qualité de 77 heures, il y a un gros focus sur la gestion du risque contaminant. Donc, comment organiser finalement la gestion de la propreté, si je puis me permettre, du cabinet médical, de tout ce qui va incomber dans les locaux, dans les soins, dans le suivi des soins, dans la gestion du matériel. Et enfin, également, il y a une sensibilisation sur l'identitovigilance et la pharmacovigilance. Le bloc 4, dernièrement, assistance opérationnelle aux praticiens, qui dure 77 heures, est constitué donc déjà de la dispense de l'attestation de formation en gestes et soins d'urgence de niveau 1, qui dure donc 2 jours. Donc ça, c'est la formation au premier secours qui est dispensée aux assistantes médicales. Et donc, c'est un diplôme qui est délivré en sus du CQP assistant médical. Il y a des formations sur la prise de constante et les mesures, donc des ateliers pratiques qui sont réalisés pour prendre les tensions, le poids, les pesées, la taille, pour que finalement tous ces gestes soient acquis en théorie à l'école, mais aussi en pratique à l'école, et qui puissent être tout de suite mis en application finalement du lundi au mercredi dans les cabinets médicaux. Il y a des apports sur la gestion des stocks également, et sur finalement l'assistance technique aux praticiens. Alors dans l'assistance technique aux praticiens, dans ce module-là, il y a de nombreux actes et examens qui sont finalement expliqués en théorie pour comprendre finalement quelles sont l'utilité de ce rôle, en quoi consiste finalement cette intervention, en quoi consiste ce geste et ce soin, et finalement aussi comment pouvoir l'expliquer aux patients, quels sont les messages à promouvoir avant, pendant et après. Le bloc 4, c'est vraiment la partie pratique au quotidien, en tout cas de l'assistante médicale qui vient vous aider à gagner du temps dans la réalisation de certains. Mathieu, j'ai quelques questions. Très bien, merci, j'allais y venir, j'allais vous poser la question. On est tout oui. Alors, j'ai une personne qui a un DEA et qui souhaite savoir si elle peut faire la formation.
Bonjour, merci pour la question. Donc, un diplôme d'état d'ambulancier, vous avez normalement un niveau supérieur au baccalauréat. Donc, vous correspondez effectivement à la partie baccalauréat au niveau 4. Donc, vous êtes complètement éligible finalement à la réalisation de cette formation d'assistant médical, à la condition du coup de trouver un employeur pour pouvoir justifier de votre embauche juste avant l'école et donc d'aller au niveau du CQP assistant médical sur les 8 à 10 mois de formation. Très bien. J'ai une autre question d'une personne qui a suivi toute la formation de secrétaire médical, mais elle ne l'a pas validée. Par contre, elle est en poste et elle veut avoir la confirmation qu'elle peut bien rentrer en formation. Tu veux répondre à celle-là? Ah oui, bien sûr, bonjour. Merci pour cette question également. Oui, secrétaire médical, vous n'avez pas validé le titre. C'est pas très grave. À partir du moment où vous avez soit un bac, soit un titre équivalent au niveau 4 de l'éducation nationale, et quand bien même vous n'avez pas tous ces titres, si vous n'avez pas de diplôme et que vous êtes salarié d'un cabinet médical depuis plus d'un an, vous avez tout à fait la possibilité de rentrer en formation. Donc, effectivement, si vous n'avez pas validé, c'est pas bien méchant, mais voilà, vous pouvez effectivement rentrer sur la formation et vous inscrire. Et pareil, à partir du moment où vous avez un employeur, vous êtes salarié d'un cabinet médical. Très bien, merci. J'ai une autre question d'une personne qui est actuellement IDE et elle souhaite savoir si elle peut rejoindre la formation et si oui, si elle est obligée de suivre toute la formation. D'accord. Merci pour la question. Donc, quand vous êtes infirmier, vous avez un diplôme d'État qui est validé. Vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de faire la formation complète de 8 à 10 mois, donc ce qu'on appelle le CQP assistant médical, c'est ce que je vous expliquais précédemment. Ou alors, vous avez la possibilité de faire une formation spécifique que j'ai mentionnée tout à l'heure, la FAE, la formation d'adaptation à l'emploi. C'est une formation qui est justement dédiée finalement aux infirmiers, aux aides-soignants et aux auxiliaires de puéricultrices qui souhaitent faire une reconversion. Et donc, en fait, on part du socle commun de leur formation initiale, donc des trois que je viens de citer, et il y a la dispensation d'une formation qui dure environ 3 à 4 mois, et donc, en fait, qui va leur permettre d'avoir l'essentiel l'essentiel des connaissances à adopter et puis à acquérir pour faire le métier d'assistante médicale. Donc en fait, c'est une formation un petit peu à part qui est donc dénuée un petit peu de certains blocs de compétences, mais donc qui se recentre sur les blocs qui n'ont pas été acquis dans les autres métiers. Et donc, sur 3-4 mois, cette formation a lieu et donc après, elle donne l'autorisation d'exercer en tant qu'assistante médicale. C'est 112 heures réparties sur 4. Voilà, 112 heures exactement, merci. À noter que par contre, cette FAE ne délivre pas de certification. C'est donc en fait une formation d'adaptation à l'emploi. C'est une formation qu'on fait qui vient donc justifier l'autorisation de faire de faire le métier d'assistante médicale, mais il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de certificat à la fin de ces 112 heures. Voilà. C'est la petite notion à avoir entre les deux. Et je rajouterais que effectivement, vous avez une attestation sur les 112 heures pratiquées qui vous permet, imaginons dans 3 ou 4 ans, la personne souhaite absolument avoir le diplôme. Le fait d'avoir fait ce bloc numéro 2 donne un crédit de bloc. Vous n'aurez pas à le repasser si toutefois vous souhaitez avoir un diplôme. Il vous restera à passer le bloc 1, 3 et 4. Voilà. Merci. J'ai une aide-soignante qui demande, étant donné qu'elle travaille dans la fonction hospitalière, si elle peut rejoindre la formation. Oui, vous pouvez rejoindre la formation sous réserve que votre centre hospitalier, effectivement, vous propose un poste dans un cabinet, en fait, auprès d'un secteur médical où il y a de la patientèle. Et là, effectivement, vous pourrez exercer, tout à fait. Sous réserve que votre service ressources humaines soit d'accord, que le financeur de la formation, enfin du secteur public, soit d'accord pour financer la formation. Oui, vous pouvez tout à fait rejoindre le cours pour le bloc numéro 2. Très bien. J'ai une autre question d'une personne qui souhaite savoir s'il existe un site qui regroupe les offres d'emploi pour les cabinets qui recruteraient des assistants médicaux. Malheureusement, il n'y en a pas. Non.
Non, le métier est encore trop jeune, pardon, et il n'y a pas, dire ça va être comme d'habitude, un Pôle emploi ou d'autres réseaux professionnels. Après, ce qui fonctionne beaucoup aussi, c'est le bouche à oreille. Alors, c'est un travail de fourmi, mais il y a peu d'adresses mail qui sont communiquées sur les cabinets médicaux comme on peut trouver sur une entreprise classique. Donc après, voilà, c'est vraiment un travail de fourmi. Démarcher les centres, les maisons de santé, les cliniques privées, les centres de santé, ouais, les CPTS, voilà, les cabinets médicaux qui regroupent plusieurs médecins. Et puis de déposer la candidature, votre lettre de motivation avec votre CV dans les boîtes aux lettres. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, parler aussi à votre par exemple, peut être aussi, voilà, peut se faire également. Ils ont pas mal de connaissances au niveau des médecins. Le bouche à oreille fonctionne aussi. Très bien. Et j'ai une personne qui souhaite savoir pour les informations détaillées du dispositif d'aide à la CPAM, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir ces informations, Alors, pour faire une simulation sur son cabinet? D'accord. Pour avoir ces informations, vous avez donc la possibilité d'aller sur le site Amélie, déjà pour exercer les premières simulations. Et surtout, je pense que ce qui est le plus pertinent, c'est de contacter votre délégué d'assurance maladie qui, lui, en fait, va prendre votre dossier, votre gestion finalement de votre cabinet et donc avoir la vision très globale finalement de votre cabinet et d'être le plus précis sur cette simulation. Donc, vous pouvez faire dans un premier temps la simulation sur Amélie, mais je vous conseille d'aller affiner avec le délégué de l'assurance maladie, qui lui sera beaucoup plus pertinent sur cette simulation de financement. D'accord. Et enfin, une dernière question d'un cabinet, une clinique qui a un cabinet visiblement plutôt dans l'esthétique, qui souhaite savoir s'ils sont éligibles. Peut-être leur conseiller de contacter l'assurance maladie également. En effet, exactement. L'idée étant qu'on a dressé le portrait tout à l'heure des spécialités qui sont concernées par les métiers, par l'embauche d'un assistant médical. Quelques exceptions sont présentes sur Amélie. Je pense aussi notamment par exemple au regroupement d'anesthésistes réanimateurs. Il y a quelques exceptions justement. Et donc là, c'est votre délégué d'assurance maladie qui pourrait être le plus pertinent pour vous donner les informations. Très bien. Merci. J'ai d'autres questions, mais qui concernent des points qui vont être évoqués un peu plus tard dans la présentation. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Amélie. Merci à vous. C'est ça. Revenons du coup aux intervenants, qui sont du coup en fait les intervenants qui vont dispenser la formation au CHEM. Donc, nous avons une trentaine d'intervenants pour la formation d'assistant médical. La formation, elle est assurée par des professionnels de santé, donc plutôt par des profils de soignants. Nous avons des médecins généralistes, des médecins spécialistes, nous avons également des infirmiers, mais aussi des pharmaciens ou des psychologues qui interviennent. Nous avons vraiment une équipe pluridisciplinaire qui est là pour tout simplement être les plus adéquats. Le CHEM a souhaité que les intervenants en fait soient impérativement experts du domaine et du contenu qu'ils dispensent. Chaque formateur finalement reçoit une fiche pédagogique. Donc de toute façon, la fiche programme qui est sa feuille de route, en fait elle est extraite de la fiche programme et du CQP d'assistant médical. Donc en fait, le certificateur valide finalement les points à faire. Et comme je vous le disais précédemment, avec les intervenants, nous construisons en fait la pédagogie pour dispenser le programme que la CPNFP a tout simplement indiqué dans cette validation de certification. Donc, c'est vraiment ce dernier point qui est essentiel dans la formation, c'est que l'idée, c'est que nous souhaitons être le plus opérationnel possible, que les cours qui sont dispensés soient les plus concrets et surtout les plus pratico-pratiques dans le quotidien finalement de l'assistant médical, finalement pour impacter le professionnel de santé et aussi impacter les patients. Nathalie, je vais te laisser prendre la parole. On va pas mal parler. Je vais l'hydrater. Alors, dans les prochains slides, nous allons voir les formats de formation, le matériel et les locaux.
et également comment la sélection et le positionnement des futurs candidats. Alors, c'est là, je crois que j'ai plus qu'à faire. Donc, diversité, qualité, innovation. La formation, donc je rappelle, c'est 384 heures hein, qui sont détaillées à peu près 75-80% en présentiel. Vous avez 25% de la formation en distanciel, hein, donc qui peut se pratiquer aussi bien en classe virtuelle hein, ou en e-learning. Et puis vous avez donc la... Oups, je me suis trompée, pardon. Voilà. Non, qu'est-ce que je fais? Dans l'autre sens. Excuse-moi, je suis désolée. Ce sont les aléas du direct. Voilà, exactement. Remettre en arrière. Nous arrivons dans quelques instants. Voilà. Hop là. Donc voilà. Me voilà. Et donc, une autre partie, donc, comme vous l'a expliqué Mathieu tout à l'heure, en cabinet médical, où il y aura certainement des évaluations, il y aura des évaluations d'ailleurs en cabinet médical. Voilà, donc je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Matériel et locaux, 100% d'immersion. À Brest, nous sommes situés donc au port de commerce. À Rennes, nous avons des bureaux à Cesson-Sévigné. À Vannes, ça se situe donc au Prisme. À Rouen, donc à l'espace Lanfry, Saint-Étienne-de-Rouvray plus exactement. À Caen, nous sommes à la CCI et à Lille, au Bazar Saint-Saul, c'est de l'ancienne gare, donc Saint-Sauveur, voilà, qui a été au moment des locaux pour accueillir les formations, hein, que ce soit en groupe, un seul groupe ou plusieurs groupes, comme ça se présente à Rennes et à Lille. Alors, la sélection des candidats à l'entrée de la formation. Donc, effectivement, pour rappel, la personne doit être en poste ou donc prochainement en poste. Hein. Je peux très bien recevoir un dossier de candidature d'une personne qui, aujourd'hui, 7 novembre, est embauchée pour le 1er décembre. Ça n'a aucun problème, puisque à partir du moment donc, où le cabinet médical est indiqué sur le dossier de candidature, qui doit être effectivement aussi signé par l'employeur ou le futur employeur. Nous vous demandons évidemment des documents complémentaires pour qu'ils soient complets. À réception du dossier de candidature, nous vous proposons un entretien, un échange individuel. Hein. C'est plus un échange pour parler de votre projet, de votre évolution, de votre prochain poste si c'est le cas, de tout ce qui va se passer en fait dans votre vie professionnelle et de formation pendant 8 à 10 mois. Voilà, comment ça va se passer aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Donc, projet professionnel, votre motivation aussi, ça c'est hyper important. Et puis l'auto-évaluation qu'on vous demande lors de cet entretien parce qu'on a besoin de savoir où vous vous situez par rapport aux modules de formation qui vont vous être dispensés. Ce n'est pas un jugement, loin de là, c'est pour nous adapter en fonction de vos connaissances, des différents profils. Alors, je rajoute quelque chose que Mathieu, pour ajouter sur ce que Mathieu a dit tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de venir du milieu de la santé ou du milieu du secrétariat. On a vraiment des profils très différents. Ça se passe au feeling parfois entre les employeurs et les candidats. Voilà, vous rentrez, vous êtes embauché dans le cabinet médical, vous pouvez très bien rentrer en formation 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard ou l'année suivante. Hein, tout dépend aussi de ce que souhaite votre employeur, de ce que souhaite l'employeur. Après cet entretien, vous passez de candidat à inscrit. Donc, effectivement, vous confirmez votre inscription. Ça, c'est très important. Inscription qui doit être aussi validée par votre employeur ou par le futur. Nous rédigeons la convention, nous vous l'envoyons pour signature et nous vous proposons aussi de déposer pour vous tout votre dossier de financement auprès de l'OPCOEP si tel est votre organisme financeur. OPCOEP, donc, effectivement, bien vérifier que vous êtes cotisant à cet organisme hein, sur la cotisation de la branche des cabinets médicaux. Donc, peut-être avoir dès janvier, hein, parce que je pense que l'ouverture du portail pour cotiser sera dès le mois de janvier. Donc, avoir avec votre comptable ou tout simplement votre assistante ou votre secrétaire ou vous-même. Donc, bien vérifier cette modalité de façon à ce que la formation soit prise en charge
et que les aides annexes vous soient versées. Donc le financement, voilà, par l'OPCO-EP, donc aussi bien de la formation plus les aides annexes, dont voilà, pour les frais de repas et les frais donc kilométriques. Et puis après, de l'entrée en formation. Alors parfois, ça peut arriver qu'on n'ait pas tout de suite l'accord de financement, mais à partir du moment où tout est validé auprès de l'organisme financeur et que nous avons déposé tout le dossier et votre cotisation est payée, voilà, aucun problème pour entrer en formation. Pour candidater, école@chem-santé.fr. Vous pouvez nous appeler aussi si vous voulez avoir des renseignements complémentaires. Et puis télécharger le dossier sur le site devenirassistantemédicale.fr. Lieu et date de la formation. Alors peut-être que Amélie, il y a des questions peut-être suite à ce que je viens d'évoquer. Oui, tout à fait, j'ai des questions. J'ai une personne qui cherche donc un poste d'assistant médical. Elle veut savoir si elle peut quand même candidater à la formation. Oui, bien sûr, elle peut nous renvoyer son dossier de candidature. Effectivement, nous l'étudierons si elle remplit toutes les conditions. Les prérequis sont excepté le fait qu'elle ne soit pas en poste. Mais oui, au contraire, elle sera donc admissible sous réserve d'avoir effectivement un employeur par la suite. Qu'elle nous tienne au courant après. Bon, automatiquement, on reprend contact avec elle dès qu'on a reçu son dossier de candidature. Après, bon, les recherches se font. Parfois, on peut avoir, ça reste rare, mais des employeurs qui nous demandent si nous avons des candidats potentiels. Et évidemment, nous leur faisons parvenir le CV anonymisé du candidat dans un premier temps. Si tous les critères correspondent en fonction de la demande de l'employeur, eh bien, voilà, on met les personnes en relation, le candidat et l'employeur. Très bien. J'ai une personne qui souhaite savoir comment se passe la partie de la formation qui a lieu en distanciel. Alors, il y a deux choses différentes. Donc, il y a les classes virtuelles, où là, tout le monde est regroupé donc, derrière son écran, de préférence chez soi, de façon à ce que vous soyez vraiment à l'aise dans un endroit sur votre PC. Évitez tablette et téléphone parce que voilà, l'intervenant peut très bien vous mettre par groupe de 4 ou 5 pour faire travailler sur un sujet pendant un petit quart d'heure, revenir, faire participer tout le monde. Vous avez à l'écran un tableau blanc où il est facile d'écrire, de répondre aux questions. Des slides sont diffusés donc par l'intervenant et ça dure effectivement donc toute la journée. Et vous avez l'autre version donc, qui est e-learning, où là, vous êtes en totale autonomie chez vous, pareil, où vous avez donc l'e-learning qui dure toute la journée. Alors, c'est pas simplement lire, c'est aussi lire, mais avec des QCM derrière, qui vous permettent aussi de voir votre évolution dans la durée du programme qui vous est proposé pendant la journée. Très bien, merci. Également des questions sur les évaluations. Quand est-ce qu'elles ont lieu Alors, à chaque fin de bloc, mais là, Mathieu va plus… Elles ont lieu à chaque fin de bloc, donc en fonction des heures que vous avez vues. Le bloc 1 étant l'un des plus gros blocs. Voilà, pour vous donner une petite idée, quand il y a une promotion commence en septembre et finit en juin de l'année suivante, la première évaluation du bloc 1 a lieu courant janvier. Donc de septembre à janvier, il y a cours, sanctionné par l'évaluation du bloc 1 en janvier. Après, ça passe à avril pour le bloc 2. Ensuite, c'est mai pour le bloc 3 et aux environs de juin, voire début juillet pour le bloc 4. Mais en tout cas, les évaluations sont toujours, en tout cas, à la fin du bloc. Il n'y a pas d'évaluation en continu. C'est ça aussi cette petite notion. C'est on mène le bloc jusqu'au bout et à la fin, on fait l'évaluation. Voilà, c'est 13 heures réparties sur les 4 blocs, en fait. Et pour ajouter ce que je dis souvent dans les entretiens, c'est qu'il n'y a pas de grosse évaluation générale à la fin. L'évaluation générale, c'est votre livret tout simplement de formation qui est envoyée au certificateur, qui lui seul et donc la décision finale. D'accord, j'ai justement une personne qui veut savoir s'il y a une soutenance devant un jury, justement.
Non, il n'y a pas de soutenance. Il y a par contre certaines épreuves qui sont des épreuves pratiques, des mises en situation pratiques, donc orales. Donc en soi, ce n'est pas une soutenance au sens vous devez travailler un sujet pendant X temps et le présenter finalement devant un jury. Là, c'est plutôt vous allez en formation et puis vous avez des actions concrètes qui seront évaluées à l'oral, soit des mises en situation ou des jeux de rôle où certaines modalités, certaines évaluations sont pendant les cours. En tout cas, sont sur une partie du cours dédié. Mais il n'y a pas de soutenance, en tout cas, si telle est la question. Autre question justement sur les évaluations, qu'est-ce qui se passe si on ne valide pas un bloc? Est-ce qu'on a le droit de le repasser? Alors, s'il n'y a pas la validation d'un bloc, en effet, il y a la possibilité de le repasser. Donc, la possibilité est réalisée en fonction des possibilités aussi, du coup, on va dire plutôt organisationnelles et calendaires. Donc, par exemple, le bloc 2 n'est pas réalisé. Donc, le bloc 2, on va dire, par rapport à mon exemple, c'est courant avril. Il faudra donc attendre l'année suivante ou en tout cas, sauf exception, en tout cas, si on arrive à organiser avec une autre promotion géographiquement proche, mais il faudra attendre l'année suivante pour pouvoir repasser l'intégralité de ce bloc, donc dans les cours aussi, et également passer du coup l'évaluation. On ne peut pas se permettre du coup de passer uniquement l'évaluation du bloc qui n'a pas été réalisé. Il faudra également finalement refaire les cours dédiés à ce bloc qui n'a pas été obtenu à ce moment. Très bien, merci. Et j'ai une dernière question, mais je pense qu'elle elle sera traitée à la suite de la présentation. Donc, c'est bon pour moi. Bon, alors, merci. Je vais donc continuer. Dans les prochains slides, les lieux et dates de formation, les modalités de financement, les dispositifs d'aide aux praticiens et l'accompagnement du chien. Donc, voici les prochaines dates de formation. Brest, donc 12 janvier, 2 février pour Rennes, 9 février pour Lille, 1er mars pour la FAE, c'est ce dont vous avez parlé, donc il ne se fait qu'en distanciel, pour le coup, donc c'est 112 heures en distanciel uniquement. Commence c'est vendredi le 15 mars, Saint-Brieuc, donc et tout le reste en projet d'ouverture, excepté Vannes au mois de septembre prochain, Rouen également le 27 et Valenciennes et Compiègne donc en projet d'ouverture. Ça se remplit très vite actuellement. Donc, surtout pour les premières formations que je viens de citer, Brest, Rennes, Lille. Il y a déjà des inscrits pour Vannes et Rouen pour septembre prochain. Voilà. La carte est à votre disposition. À savoir, vous avez un forfait prise en charge des frais annexes qui sont possibles par l'organisme financeur, donc autrement dit l'OPCO-EP. Pour l'hébergement et les frais kilométriques, également pour les frais de repas. Voilà. À ce jour, et je précise bien à ce jour, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des modifications de tarifs demain matin ou dans 2 mois, les frais kilométriques sont pris à hauteur de 0,32 centimes du kilomètre et les frais de repas à hauteur de 19 € par jour de formation. L'hébergement peut être pris, je pense que ça doit être à peu près, si vous avez plus de 200 km aller-retour par jour, donc à hauteur de 96 €, en tout cas pour la partie province. Je m'arrête là parce qu'on n'a pas de partie voilà, Paris-Île-de-France. Donc voilà, à hauteur de 96 € pour la nuitée du jeudi au vendredi, puisque les cours donc, ont lieu le jeudi et vendredi. Alors, important, hein, que c'était dans le slide précédent, mais tu n'as pas besoin de remettre. Le certificateur, le financeur souhaite obligatoirement que le stagiaire se forme dans le centre le plus proche de son domicile, hein, du lieu du cabinet médical, de façon à ce que vous puissiez obtenir toutes les aides que je viens de citer à l'instant. Modalité de financement, plan de développement des compétences, c'est le plus classique. Hein. Je veux dire, 98% des stagiaires qui sont en cours inscrits donc à la formation sont dans le cadre du plan de développement des compétences, puisque ce que l'on recherche en premier, c'est pour les personnes qui n'ont pas de poste actuellement, c'est pas uniquement un employeur pour faire la formation, c'est vous cherchez un emploi, c'est l'emploi qui est vraiment la priorité. Vous pouvez être, je reprends mon exemple, hein, vous pouvez être embauché au 1er décembre de cette année. Il y a beau avoir une formation sur Lille ou sur Rennes entre février et mars.
l'employeur peut très bien vous dire non, c'est trop tôt, moi je préfère que vous soyez formé en 2025. Donc c'est vraiment l'embauche en priorité. La plupart du temps, et encore une fois 98%, je n'exagère pas, les personnes sont embauchées en CDI, d'accord, que ce soit ou en tant que secrétaire médical ou en tant qu'assistante, pour évoluer effectivement dans le poste. Vous êtes déjà salarié, une convention sera signée entre l'entreprise et le centre de formation, prise en charge intégrale des frais pédagogiques par l'OPCOEP, donc sous réserve que l'employeur soit bien cotisant dans cet organisme. Une aide financière sur les salaires, donc pour l'employeur à hauteur de 12 € de l'heure. Tout ce que je vous dis là, bien entendu, hein, au niveau des montants, c'est à ce jour. Aide financière sur les frais annexes sous condition, voilà ce que je disais tout à l'heure, donc d'être dans le centre de formation le plus proche du lieu de travail. Donc voilà, c'est juste le plan de développement des compétences, c'est je vais en formation pour me former et avoir un diplôme à la fin. Autre modalité de financement, vous avez le contrat de professionnalisation qui est donc possible. Ça reste très rare. Le contrat de professionnalisation, la plupart du temps, c'est en CDD. Je donne un exemple tout bête, 1er décembre, 31 décembre, 1er janvier, 31 décembre, qui la plupart du temps se concrétise sur un CDI puisque la personne est embauchée. Donc, voilà, on va dire que c'est plus une longue période d'essai ou peut-être pour avoir des aides complémentaires, mais voilà, la plupart du temps, c'est dans le cadre du plan de développement des compétences. Nous vous accompagnons en amont et pendant la formation, hein, donc pour les futurs apprenants et les employeurs. On reçoit beaucoup d'appels de la part des candidats ou des futurs, de la part des employeurs qui ont quelqu'un à former ou qui sont en voie d'embaucher une assistante. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous appeler. Je donne plus en détail des informations. Donc, chaque cabinet est spécifique et chaque est différent. Et puis, chaque candidat est différent aussi. Un suivi dans l'élaboration de la convention d'alternance. Donc, je le disais encore, donc rédaction plus envoi et dépôt de votre dossier de financement sur le site de l'OPCOEP. Toutes les démarches administratives. On peut même être en relation avec vos comptables. Et la plupart du temps, voilà, les employeurs s'en occupent. Et effectivement, on a une possibilité, lorsque ce que je disais aussi également à l'instant dans les slides précédents, de mettre en relation employeurs et futurs candidats, donc qui sont sans cabinet médical, de vous mettre en relation, donc suivant les critères des personnes. Et évidemment, faisons attention au secteur géographique. On ne va pas envoyer quelqu'un à 50 ou 100 km de chez lui pour aller travailler. Et puis l'accompagnement du médecin dans son rôle de tuteur, on vous suit, on vous aide. Qu'est-ce que je peux apporter à ma salariée? Qu'est-ce que je dois lui faire faire? On fait un suivi aussi en visio, Saint-Mathieu, voilà, tu t'en occupes, donc à mi-chemin ou quart de chemin de la formation, voilà, dans le rôle du tuteur et puis dans le rôle de l'apprenant, donc au sein du cabinet. Puis pour aller plus loin sur ce dernier point, c'est aussi vous conseiller et vous guider sur l'évolution finalement de votre cabinet, puisque nouveau métier égale nouveau rôle égale nouvelle organisation. Et donc on est là aussi pour réfléchir un peu tous ensemble sur la façon la plus adéquate d'utiliser ces nouvelles compétences en rapport aussi avec la réalité de terrain que vous avez et que vous expérimentez au quotidien, que ce soit en termes finalement d'environnement, en termes simplement de locaux. Voilà. On vous accompagne en tout cas sur implanter finalement de nouvelles compétences, implanter une nouvelle organisation et implanter aussi une nouvelle collaboration entre le médecin et son assistante médicale. Alors Amélie, j'ai cru comprendre que tu avais des questions résiduelles. Oui. Voilà. J'ai encore quelques questions, à savoir combien propose de places dans les formations? Alors, nous avons un minimum à respecter pour avoir une ouverture, ça vous fait 18-19 personnes, et nous avons un grand maximum de 24 personnes. J'ai également une question de savoir jusqu'à quand on peut déposer une candidature pour une formation, pour entrer en formation?
Alors, sous réserve des places disponibles, et encore une fois que l'employeur soit bien à jour de ses cotisations, tout se fait, on peut très bien, allez, on va dire 5, 6, une semaine grand maximum avant la formation, de façon à bien se retourner, à ce que tout soit bien déposé, mais ça ne gêne pas. 3 ans, on a bien accepté 5 personnes la veille pour le lendemain. Mais le plus rapidement possible si on veut être certain d'être pris en compte. Parce que vous voyez ce que je disais là tout à l'heure, pour Vannes, ça commence à se remplir déjà pour le mois de septembre. Rennes, il reste très peu de place. Brest, il reste encore un petit peu de place, mais voilà. Donc, il n'est pas trop tard, mais le plus tôt possible, oui, et on valide. Comme ça, au moins, voilà. On ne peut que vous inciter à prendre contact avec nous, en tout cas pour vous rapprocher, pour prendre les éléments qui peut-être voilà, vont vous faire pencher dans la balance, effectivement, les places partant assez rapidement. Nous, on peut aussi, par contre, voilà, vous donner tous les conseils possibles, aller aussi dans le sens pour pouvoir rédiger rapidement les demandes, ce que disait Nathalie justement par rapport aux différents acteurs. Donc, le mot d'ordre, c'est ne tardez pas et n'hésitez par contre surtout pas à nous contacter. En l'occurrence, vous avez du coup sur le bandeau de droite qui s'affiche les coordonnées donc, de Nathalie et donc de Sylvie qui est le binôme de Nathalie pour les France et Normandie. Et j'ajouterais que sur les destinations de formation que l'on souhaite ouvrir, celles qui n'ont pas de date précise, là pour le coup, soyez dans l'anticipation parce que ce sont des lieux de formation que nous ne pouvons ouvrir que si nous avons un groupe suffisant d'inscrits pour pouvoir ouvrir cette formation. Donc là, c'est également une préconisation de vous manifester bien en amont et dès que possible, justement pour sécuriser l'ouverture de ces destinations que l'on souhaite proposer dans le territoire. J'ai une question pour Saint-Brieuc, justement. Est-ce que ça va ouvrir ? Eh bien, pareil, voilà, tu as résumé. Excellente transition. Exactement, exactement. Oui, on nous demande. J'ai eu déjà 2 personnes la semaine dernière, mais pareil, oui, ouvrons Saint-Brieuc, mais à condition que nous ayons un minimum de candidats. On ne peut pas se permettre d'ouvrir Saint-Brieuc avec 5 personnes. Voilà, c'est tout un coût, logistique, etc. Et puis quelle tristesse, 5 personnes, c'est pas terrible pour voilà pour faire des simulations et puis donc non, ça c'est pas possible. Donc un minimum effectivement et nous pourrons ouvrir Saint-Brieuc. Encore plus vous contacterez rapidement Nathalie ou en tout cas pour la partie Bretagne avec la volonté de vous inscrire pour Saint-Brieuc, oui. Plus nous on aura des réponses concrètes à vous donner. Tout à fait. J'ai encore une personne qui souhaite savoir si elle n'a pas d'employeur, est-ce qu'elle est prioritaire pour la formation ? Du coup, actuellement, candidaté, effectivement, mais il faudra être employé au jour de la formation. Donc, il n'y a pas de priorisation, mais votre projet est valable à partir du moment où vous êtes effectivement salarié. Oui, on a bon nombre de candidats sans employeur et qui nous rappellent 2-3 mois plus tard en nous disant ça y est, j'ai trouvé un employeur, au même titre que les employeurs qui nous appellent qui n'ont pas de candidats, qui sont en recrutement, qui nous ont contactés au mois de janvier et qui là font surface parce qu'ils ont embauché quelqu'un qui a débuté le 1er octobre, par exemple. Très bien. Et j'ai une demande de précision sur l'aide financière de 12 € par heure, de savoir par qui elle est accordée, cette aide, et sous quelles conditions. Ça fait partie en fait du package que offre à ce jour l'OPCO EP. Donc il y a 12 € de l'heure pour l'employeur, chaque heure de cours dispensée par voilà, au stagiaire. Donc vous faites le compte, 384 heures de cours multipliées par 12 €, et c'est versé directement par l'OPCO EP. Et c'est un forfait. C'est un forfait, absolument. Très Au même bien. titre que les frais kilométriques et les frais de repas sont des forfaits. Vous pouvez faire du covoiturage ou prendre le train, ça sera 0,32 centimes du kilomètre.
Vous pouvez ramener votre repas tous les midis, manger une pizza, voilà, ou aller dans un grand restaurant, ce sera 19 € par jour. Très bien, merci. Et je n'ai pas d'autres questions. Alors, vous pouvez voir, merci Amélie, vous pouvez voir effectivement sur l'actualité du CHEM ou voilà, Rouen, donc les ouvertures depuis septembre, Rouen, Rennes et Vannes. Une remise de diplôme a été faite donc, le 5 octobre dernier pour la première session de Vannes, 17 premiers assistants médicaux du Morbihan. Voilà. Et les prochaines donc, remises de diplôme auront lieu en décembre voilà, pour Brest et Rennes. On arrive à la fin de ce webinaire déjà. Nous vous remercions d'avoir participé, d'avoir été présent et d'avoir posé toutes ces excellentes questions. Ça nous permet toujours voilà, d'interagir, de communiquer, surtout voilà, de vous apporter en fait un maximum de réponses à vos questions, en tout cas vis-à-vis de ce nouveau métier et puis la façon dont le Collège des hautes études de médecine dispense cette formation. Alors, vous avez du coup nos adresses mail ici, celle de Nathalie et la mienne. N'hésitez surtout pas à nous contacter, à nous poser toutes sortes de questions. On est vraiment disponible et on se fera une joie voilà, de vous répondre et de vous guider, en tout cas de vous aider au maximum de ce qu'on peut poser et puis vous aider tout ça. Précision sur l'adresse école@chem-santé.fr. C'est aussi bien, nous avons cette boîte mail est commune. Donc avec Sylvie, qui est mon binôme sur la région Normandie et Hauts-de-France. Donc ne cherchez pas une autre adresse pour les Normands et le Nord. Voilà, c'est la même adresse commune pour tous les sites que nous représentons. Dernièrement, vous avez encore la possibilité d'écrire à Amélie quelques questions. On vous répondra de façon individuelle a posteriori. Sachez que ce webinaire sera aussi disponible en replay, donc vous pouvez le reconsulter quand vous voulez pour celles et ceux qui n'ont pas pu être présents. Et également, voilà, vous avez la possibilité tout simplement de nous contacter sur devenirassistantemédicale.fr. Vous avez aussi beaucoup d'informations qu'on a pu vous dispenser jusqu'ici. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci et à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.